Alors, avant de parler de ce qu'on avait évoqué de temps en temps quand on a parcouru un peu l'écho de la fabrique, c'est-à-dire le conseil de prud'homme, j'avais quelques autres éléments à vous donner parce que j'ai pas pu, dans les questions qui me sont posées après, toujours répondre de façon bien précise. Et puis j'ai retrouvé quand même quelques documents qui me semblent être intéressants pour une meilleure connaissance de ce qu'étaient réellement les canuts et une meilleure également connaissance de ce qu'a été ces fameuses 3 journées de révolte de novembre 1831, 21, 22 et 23 novembre. Alors, en ce qui concerne on m'avait posé une question sur le lieu de distribution de l'écho de la fabrique. C'est une question intéressante parce qu'elle montre est-ce que l'écho de la fabrique était uniquement distribué sur le plateau et en haut des pentes de la Croix-Rousse ou est-ce qu'il y avait des dépôts de l'écho de la fabrique ailleurs? Alors voilà, je vais vous donner donc le lieu. Alors d'abord, il y a évidemment au siège de l'écho de la fabrique, au siège de la rédaction, qui est l'ancienne place de la boucherie des terreaux. En fait, c'est à l'angle de la rue Lanterne. Maintenant, évidemment, ça a complètement changé. Et la rédaction était donc au numéro 7 et au 3e étage. Ils sont très précis. Vous aviez chez M. Baron, qui lui avait un dépôt 5 rue Clermont. Alors la rue Clermont a complètement disparu. C'est une partie de la rue qui a été à un moment donné l'hôtel de ville. Et quand Doudou est mort, Herriot, on a donné le nom de cette rue à Édouard Herriot. Voilà, c'était ici. Il y avait à Chernaud, qui était un café littéraire, grande rue de la Croix-Rousse. Il y avait également le café du Grand Orient, allée Morand, c'est aujourd'hui en partie le cours Franklin Roosevelt, donc dans le 6e arrondissement. Donc ça veut dire que là on est dans l'ancienne commune de la Guillotière et que bon, le journal se lit par les canuts de la Guillotière, il y en avait quand même quelques-uns. Vous avez également aux 4 saisons et une autre auberge qui s'appelait aussi le Passage du Rhin à la Guillotière. Vous aviez dans le Vieux-Lyon, rue Tramassac, le café du Soleil Levant, le café de l'Union, place Bellecour, et le café des Trophées à Vèze. Donc on a l'autre faubourg indépendant où on tissait, Vèze, qui également reçoit l'écho de la fabrique. Et puis il y avait au domicile d'un des journalistes de l'écho de la fabrique, Falconet, qui était à l'époque la rue Tolosan et qui est aujourd'hui la rue Pierre-Blanc sur les pentes de la Croix-Rousse à côté de la montée des Carmélites. Voilà quelques lieux où se vendait donc l'écho de la fabrique. Pour connaître également un peu mieux la vie des canuts, on va prendre un aspect qui est assez réjouissant, c'est l'aspect des mariages. Parce qu'après tout, ils se mariaient. Hein. Bon. Et puis on sait, on a déjà parlé que à partir donc de 1820-25, ils vont travailler et habiter dans ces fameux immeubles canuts, ces étages, ces plafonds à plus de 4 mètres, ces façades uniformes, sans ornement, etc. Et donc il y a une certaine promiscuité, puisque, je vous l'ai dit, comme les horaires sont très longs, l'ouvrier en soi ou l'ouvrier ne rentre pas dans un lieu d'hébergement le soir pour revenir quelques heures après au travail. Donc il y avait ces fameuses suspentes sous-pentes qu'aujourd'hui on a baptisées mezzanines. Alors on va voir comment tout ça s'organisait et je crois que j'ai relevé un certain nombre à partir des actes de la municipalité de la Croix-Rousse, qui était à ce moment-là indépendante, un certain nombre de mariages, parce que c'est intéressant dans la profession de l'un et l'autre, la profession des témoins, la profession des pères ou mères des mariés. Alors vous aviez par exemple Jacques Nardon, qui était ouvrier en soie et qui habitait 7 rue des Fossés. La rue des Fossés, c'est aujourd'hui la rue d'Austerlitz, pour ceux qui connaissent un peu la Croix-Rousse. Son père était ouvrier en soie et son père habitait 10 rue Gourguillon. Et c'est intéressant
parce que c'est Saint-Jean, hein, eh bien, on voit bien là que le père était dans l'ancien lieu de tissage, avant la mécanique Jacquard, et le fils, eh bien, lui, il a suivi le mouvement, développement énorme du tissage, et puis construction donc de la Croix-Rousse dans sa partie est. Alors, il va épouser Louise Porchet, qui est une ouvrière en soie, et qui demeure 7 rue des Fossés, c'est-à-dire au même endroit que son mari. Elle est née à Lyon. Lui, je ne sais pas. Ah si, née à Lyon aussi. Je vous le dis parce que c'est assez rare. Je vais vous donner quelques autres mariages et vous verrez que très souvent, ils sont de l'Ain, de la Savoie, de l'Isère. Rares sont les ouvriers ou les ouvrières en soie natifs de Lyon. Alors, on a dans les témoins Didier Nardon, qui est frère de l'époux. Il a 28 ans, il est ouvrier en soie. Lui, il est monté de Monterrey, la maison Ray, et aujourd'hui c'est la rue Justin Godard. Il y a Philibert Nardon, 35 ans, frère de l'époux, il est ouvrier en soie, lui aussi travaille Monterrey. Charles Nardon, 76 ans, ouvrier en soie, oncle de l'époux, et lui il habite 23 rue des Prêtres, c'est-à-dire de l'autre côté de la colline de Fourvière. Et il est âgé. Et Léonard Dardon, qui est cousin de l'époux, ouvrier en soie, et lui qui travaille et vit de Monterrey. Alors vous voyez qu'on est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique, la Monterrey, c'est la rue Justin Godard, et la rue des Fossés, c'est la rue d'Austerlitz, et pratiquement, ça se touche. Hein, la rue des Fossés est vraiment tout à côté. Vous avez dans ce secteur la rue du Mail, la rue du Manche, la rue Belfort, etc., tout ce secteur-là. Donc, tout ce monde-là, non seulement pour un certain nombre, vit dans le même atelier, dans le même immeuble, et sinon, vraiment à quelques rues à côté. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, Jacques et Louise, une fois mariés, ils vont aller où ? Alors très souvent, et par exemple le 7 de la rue des Fossés, on s'en rend compte, d'ailleurs on peut le voir encore, 7 de la rue des Fossés, il n'a pas été démoli, il y a encore plein d'immeubles ateliers dans le secteur, on essaiera d'y passer pour la bambane. C'est des grands, il doit y avoir 4 étages, mais il y a un étage supplémentaire où les fenêtres sont moins hautes. Là étaient hébergés pour les grandes maisons de soierie, enfin de tissage, de tissage, comme par exemple la maison Ray, donc où il y avait plusieurs métiers à tisser. Je vous l'ai dit, parfois on pouvait atteindre une dizaine de métiers à tisser. Donc quand il y a des mariages, eh bien, ils vont pas rester dans la suspente, ou même avant, ils étaient dans ces petites pièces studio qui étaient au dernier étage et qui sont remarquables aujourd'hui parce que leurs fenêtres sont beaucoup moins hautes. Bien sûr, on n'y tisse pas. Donc, il faut abandonner l'idée celui qui avait 12 métiers à tisser. Vous voyez, le nombre d'ouvrières et d'ouvriers en soie et d'apprentis dans une mezzanine, ça fait beaucoup quand même. Donc, voilà. La promiscuité, oui, il la vivait, il la subissait, et c'est pas toujours très, très agréable, mais quand c'était possible, eh bien, ils étaient logés quand même ailleurs pour au moins leur intimité. Alors vous avez, dans une autre catégorie de profession, de classe sociale, là, on vient de voir, ce sont les canuts, vous aviez par exemple Joseph Cabias, qui lui était un rentier, c'est-à-dire la personne qui vit de ses terrains, c'est pas un rentier aujourd'hui qui fait rien, qui a gagné au loto et tout ça, non. Qui habitait, lui, rue de Savoie à Lyon, veuf, né en Ardèche. Il a 53 ans et il épouse Jeanne Rossignol, propriétaire rentière, 14 rue Saint-Denis, c'est aujourd'hui une partie de la rue Hénon, née à Lyon en 1795, veuve aussi depuis 1829. Voilà, donc on voit bien que socialement, eh bien, c'est deux rentiers qui, tous les deux veufs, vont se faire une nouvelle vie. Alors, dans les témoins, on a l'oncle de l'épouse,
qui est rentier, 69 ans. Voilà. On a un marchand, Jean-Marie, alors ils ne disent pas qu'il est dans la famille, il a 42 ans, il est marchand tailleur d'habits, marchand tailleur, hein, c'est comme le commerçant, comme le négociant, hein, il ne fabrique pas, il achète ceux qui tissent. Voilà. 16 rue Cupin, frère de l'époux, voilà, il est frère de l'épouse, pardon. Claude Trèves, 42 ans, marchand orfèvre. C'est des professions très, très, très respectables, tout ça. Et il y a Jean-Baptiste Goudard, rentier, 57 ans, dans le quartier des Massus, et qui est le beau-frère de l'épouse. Donc vous voyez là, à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sociologiquement des gens très proches, et en même temps, on s'aperçoit que, par leur vie, peuvent se déplacer et vont donc trouver des gens qui, dans les quartiers, sont assez éloignés les uns des autres, contrairement au premier acte de mariage où là, les canuts, les ouvriers en soi, étaient très proches. Alors là aussi, pour vous montrer une autre catégorie moins fortunée, celle d'autres artisans. Alors vous avez Auguste Ducillon, qui est ouvrier menuisier. Il travaille 4 rue du Chapeau Rouge. C'est aujourd'hui la rue Belfort, c'est tout au début de la rue Belfort, au 4, qui est né en 1809, donc on est là en 1832, donc il est très jeune. Il est né à Saumur, pas à côté, Maine-et-Loire, et son épouse, c'est Antoinette Gabrielle Cibuet, qui est ouvrière en soie et qui habite Grande Rue de la Croix-Rousse. Donc là, on a une alliance avec... Il n'y a pas que des mariages d'ouvrières en soie et d'ouvriers en soie. Et les témoins sont Claude Rubaud, qui est tailleur d'habits, rue de l'Hôpital, Claude Victor, qui est charpentier, Louis Frézet, qui est affaneur. Alors les affaneurs, c'était, si vous voulez, en quelque sorte, ceux qui débarquaient la marchandise des péniches. C'est un peu un genre de docker. C'est un mot qui est complètement tombé en désuétude, mais qu'on retrouve à ce moment-là, les affaneurs, pas affameurs, voilà. Et qui, et c'est pas une surprise, habitent Cour d'Herbouville. Bah oui. Et il y en a un paquet qui vont habiter Cour d'Herbouville, et puis l'autre, un gros paquet aussi d'affaneurs qui vont habiter, eux, dans le quartier de Serein. Hein, puisque de chaque côté, d'un côté le Rhône et de l'autre côté la Saône, donc leur travail est sur place, quoi. Il y a Pierre Bru, qui est ébéniste, Claude Cibuet, fabricant d'étoffes, hein, donc un chef d'atelier, donc un mélange comme ça social. Je ne vais pas vous raconter, mais je vois simplement au niveau de l'origine du lieu de naissance, je vous disais qu'ils étaient loin d'être tous de Lyon, bien au contraire. Alors j'ai par exemple un ouvrier en soie qui est né dans l'Ain. Il va épouser d'ailleurs une repasseuse qui est également née dans l'Ain. Vous avez 10 juillet Sébastien qui est ouvrier en soie et qui est né en Savoie. Qui va épouser une ouvrière en soie qui est née à Mornan. Vous avez Drevet Nicolas, ouvrier en soie, qui est né dans l'Ain. Donc beaucoup si on avait le temps, et puis bon, mais je vous... ah oui, tiens, un truc pratique. Je ne suis pas d'un ordre excessif. Voilà. Ce qui fait que je n'ai pas toujours comme ça en tête l'idée de marquer le numéro de l'Écho de la Fabrique, la page, la date, etc. Et il y en a certains qui se sont aperçus qu'évidemment j'étais vraiment en dessous de tout. Donc ils m'ont envoyé un mail pour que je puisse répondre, justement, pour que vous puissiez, vous, retrouver l'article complet. Par exemple, c'est le cas, j'ai envoyé M. Lacroix, sur la fameuse passage sur l'Europe, donc qui était extrait d'un article beaucoup plus long. Alors, ce que je vous conseille de faire, par exemple, pour d'autres choses comme ça, c'est de m'envoyer un mail.
vous devez l'avoir, en tout cas, je vous le redonnerai à la fin de la soirée si vous voulez. Je vous réponds, hein, je réponds là je suis bon, là, hein, j'ai répondu dans la journée. Et comme ça, c'est vrai que je n'y pense pas, puis même, là vous seriez toujours en train de noter, c'est un peu idiot. Donc là, vous pouvez sans problème dire oui, vous allez parler de ce que je vais par exemple parler maintenant, qui ne figure pas dans l'écho de la fabrique, qui est particulièrement intéressant quand même, mais qui est dans un autre livre, dont à ce moment-là, je pourrais vous donner la référence. Vous pourrez trouver sur Google Book. C'est toujours dans le même état d'esprit de mieux connaître les canuts. C'est la notice par ordre alphabétique des morts et des blessés civils et militaires de la révolte de novembre 1831. Ça se présente comme ça dans un journal, enfin dans un livre qui a été fait par un Louis Philippard, mais qui est d'une remarquable honnêteté, et qui, Montfalcon, qui va beaucoup écrire sur cette révolte. Il est présent, hein, ça sort en 1832, cette notice, et il va faire tous les hôpitaux, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin, dans cette nomenclature, on arrive à 89 morts et 254 blessés, soit au total 343 victimes. Généralement, les historiens jugent autour de 600 victimes, avec notamment 150 morts. Il faut comprendre que, par exemple, côté Canut, parce que là, dans cette notice, on a beaucoup de morts côté armée, côté gardes nationaux ou armée. Et ça se comprend. Dans une guerre civile, c'est ce qui a été la révolte de novembre 1831, autant les blessés et les morts de l'armée et de la garde nationale pouvaient être immédiatement hospitalisés à l'Hôtel-Dieu ou à la Charité, autant en ce qui concerne les insurgés, le réflexe évident des camarades du blessé ou du défunt, c'est de le retirer du champ de bataille pour l'emmener dans les maisons où il ne risquerait pas de se faire arrêter dès qu'il serait guéri. Et ça se pratique toujours et encore maintenant dans les pays où vous avez une résistance et une oppression et des conflits armés. Parce qu'évidemment, si le type avait été hébergé, enfin soigné à l'Hôtel-Dieu, il ne serait pas ressorti de l'Hôtel-Dieu, il allait directement à la Corse-Prison. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre un peu inférieur à la réalité des faits. Voilà. Alors, je ne veux pas être trop long, ce serait fastidieux de tout vous donner, simplement c'est pour faire tomber quelques a priori. D'abord sur la profession, vous verrez que dans les décès ou dans ceux qui sont décédés ou ceux qui sont blessés, ce ne sont pas tous des ouvrières ou ouvriers en soi. Pas du tout. Au niveau de l'âge, c'est très variable. Hein, vous verrez, il y en a qui ont 15 ans et d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus âgés. Il y a effectivement des gens qui passaient par là, manifestement, hein, et qui ont été pris dans une fusillade. Donc, il faut regarder ça, mais ça donne, à mon avis, une idée un peu, qui étaient ces victimes. Alors, vous avez par exemple André Alibert, qui est ouvrier en soie rue Néret. Eh bien, lui, il est blessé, il a 17 ans. Autre jeune, 16 ans, c'est Jacques Aucourt, qui lui est blessé au faubourg Saint-Clair, hein, en bas des pentes de la Croix-Rousse, et c'est un indienneur, c'est-à-dire qui tisse le tissu indien. Quoi, voilà. Vous avez un tailleur d'habits, Badin Joseph, tailleur d'habits, 18 ans, Jacques Baron, 17 ans, Achille Baud, 19 ans, il est cordonnier, rien à voir avec le tissage. Baud, ça doit être son frère, 19 ans, qui lui est mort, il est jardinier, rien à voir avec non plus les tisseurs de soie. Il y a même François Bérard, qui lui, à 20 ans, il est peintre en voiture. Il y a un maçon de 20 ans également, mort à la Croix-Rousse. Vous avez un cordonnier encore, teinturier en soie.
et aussi bien sûr des ouvriers en soie. Il y a aussi Sylvain Blot, qui est lui secrétaire du bazar polonais rue Lafont. Vraisemblablement, où effectivement il était très motivé, où il a été pris dans une fusillade. Alors, il y a des ouvriers en soie, mais évidemment, il y a également des fabricants d'étoffes, c'est-à-dire des chefs d'atelier. Vous avez par exemple Boiron, Jean-Baptiste, qui lui est mort, qui était fabricant à la Croix-Rousse, et qui est mort au moment du combat qui est maintenant à côté de la caserne Saint-Laurent, c'est-à-dire au bout du boulevard, vers la rue d'Austerlitz, au bout. Il y a aussi quelques femmes qui sont décédées. Il y en a peu, mais il y en a quand même un certain nombre. Alors, il y avait Marie-Adèle Louise Dalbeau, elle avait 50 ans, décédée, on ne sait pas sa profession. Louise Desbois, qui elle était ouvrière en soie, qui habitait rue Grolet, qui a été blessée, et elle avait 22 ans. Il y a Angélique Durand, ouvrière en soie, décédée, et elle avait 63 ans. Donc c'est vous montrer que les âges au niveau des manifestants et des combats, c'était assez large quand même. Vous avez Françoise Bérard, je ne sais pas son âge, là, ouvrière en soie, décédée. Donc il y a une présence des femmes. Et puis alors vous avez aussi le doyen de ces victimes de novembre. Il s'agit de Gonin, c'est un ex-fabricant, il a 91 ans. Donc, où il participait à la manifestation, où il s'est fait prendre à un moment donné, où il passait, ce qui est possible, mais il n'y a rien de précisé là-dessus. 16 ans, Lindon-Pierre, 16 ans, Lombard Jean-Baptiste. Il y a quand même, évidemment, de très jeunes qui sont dans ces 3 jours d'émeute. Vous avez donc fabricants également. Parfois, Montfalcon précise, parce qu'il est allé relever les registres de l'hôpital. Donc là, on a même des détails. On a Nicolas Maisonnette, 56 ans, qui est fabricant et qui, lui, est mort d'une balle dans le ventre. Des fois, donc, c'est très précis. Vous avez des commis négociants, comme Martinet, qui, lui, est décédé également au moment de... vous avez donc il y a aussi les membres de la garde nationale, les premiers qui ont fait feu sur les canuts à l'angle de la rue de la Vieille Monnaie et de la rue la Montée de la Grande Côte. Et là, vous avez un sergent de la garde nationale de Vèze qui va être blessé. Et alors, j'ai également... vous avez Benoît Tollard, encore une femme, 65 ans, journalière, 65 ans à l'époque, c'est très très âgé par rapport à aujourd'hui. Des jeunes encore, 18, 17 ans. Et vous avez Claire de Notaire aussi. Oui, profession, je crois que c'est peut-être, ça explique un certain nombre de choses dans les réactions de l'Écho de la Fabrique, enfin des journalistes qui écrivent dans l'Écho de la Fabrique, des chefs d'atelier. Au lendemain de ces émeutes et dans les numéros de décembre, janvier, février, cette volonté absolue de chasser un peu ce souvenir, de dire ça y est, la page est tournée, on veut de nouveau avoir la paix, ça ne les empêchera pas évidemment de se battre sur un certain nombre de revendications, mais pourquoi ? Parce que là on a vraiment affaire à une guerre civile, tous les milieux sociaux sont touchés, toutes les professions, tous les âges. Et ça, vraiment, ils vont le ressentir fortement. Et si vous avez l'occasion, il y a une poétesse qui était à ce moment-là dans Lyon et qui va écrire de remarquables poèmes. C'est Valmore, et qui va dans ses poèmes vraiment exprimer cet immense malaise. On n'a pas affaire là à des combats,
je vais caricaturer, puis je sais bien que c'est pas une raison, mais ça explique des choses. C'est pas des combats entre d'un côté l'armée et de l'autre côté l'armée française et de l'autre côté l'armée des Prussiens, pour rester dans cette époque-là. On a là des gens qui se côtoient tous les jours, qui vivent la même ville, qui habitent la même ville et qui sont souvent qui travaillent encore ensemble. Voilà, c'était bon, un peu fastidieux, mais c'était pour vous montrer, pour avoir une idée un peu plus juste de cette révolte, parce que dans ce que je peux lire comme ça, à gauche, à droite, plutôt à gauche, voilà, des milliers de morts, en plus tous canus, etc. Non, c'est plus compliqué que ça. Ça explique un certain nombre de réactions, de comportements qui peuvent, quand on lit l'écho de la fabrique, surprendre. On dit, bon sang, hein, on vient avec ces idées, on dit, bon sang, ils étaient voilà, tous canus, etc. Hein, Brouillon nous l'a tellement répété. Donc, c'est pas tout à fait le cas. Et puis alors, il y a quelqu'un, dont j'ignorais qu'il avait été mêlé à cette révolte d'une façon ou d'une autre, mais en tant que blessé, c'est Tabarot. Tabarot, c'est le premier directeur de l'école de la Martinière. Vous avez à la Croix-Rousse une place Tabarot. Hein, ça va être le type qui va créer en quelque sorte les sciences expérimentales. C'est-à-dire, au lieu de faire des cours où les gens notent, etc., les étudiants notent sans rien dire, lui, il va leur permettre d'expérimenter ce qu'il dit. Donc, on va rentrer dans l'époque des dissections des grenouilles, enfin, choses réjouissantes, hein, tout ça. Voilà. Eh bien, il a été blessé, blessure grave, dit le rapport de Montfalcon, Tabarot. Voilà. Il y a encore donc une ouvrière moins nombreux que les ouvriers en soi, mais quand même, il y a quand même des femmes qui ont été victimes de ces combats des révoltes. Simplement, après je reviens au prud'homme, simplement, vous allez croire, je règle mes comptes, notamment vis-à-vis de Bruant. Vous vous rappelez, je crois que c'est la dernière fois, la fois passée, je vous avais dit qu'on trouvait chez Chrétien de Troyes un texte qui parlait des tisserantes qui tissaient et qui, elles, allaient tout nues, enfin bon, avaient rien. Hein, et que j'ai dit, bon, voilà, et ça avait été écrit, je crois, au XVIe siècle. Eh bien, il y a, en 1832, donc, Brouillon, il n'a rien écrit avant, un poème qui est assez proche, hein, qui dit, bon, il s'adresse à Dieu, et nous lui disons, Père des hommes, peut-être que demain, nous n'aurons pas de paix. De pain. Ah, quand le prolétaire féconde embellit, charme tout, pour prix de sa sueur et de son long dégoût, n'aurait-il donc que la misère? Gerbe dorée dont nous creusâmes les sillons, pleine montagne au grand front, que nous avons tant labouré, vos fruits si beaux, si doux, sont pour d'autres que nous. C'est le même esprit. Soit ondoyante, laine ravie aux doux agneaux, qui devenait par nos travaux, vêtements, parures attrayantes, souvent nos et nos fils, nous n'avons pas d'habits. Entre nous, hein, Brouillon, pas casser la tête. Hein. Et même, ça se termine, courage aux prolétaires, féconde, embellie, charme tout, sèche enfin ta sueur, calme ton long dégoût, bientôt pour toi, plus de misère. Vous vous rappelez le chant des Canus, c'est ça. Bon, il parle de révolte, parce que c'est la fin du 19e siècle, mais vous voyez qu'entre nous, hein, il a beaucoup pompé. Mais il n'est pas le seul. En fait, c'est parce que bon, ça évoque immédiatement, plus on fait c'est le cordonnier le plus mal chaussé, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là qu'ont été écrits tous ces poèmes. Voilà, hein, c'est pour remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, je vous parle quand même des prud'hommes, hein, ça serait bien temps. Ouais, il faut me faire signe quand je suis trop long, les chefs. Hein, voilà. Il n'y a pas des micros allumés dans la salle. Donc ça va. Il n'y en a pas. Comment? Ah, il y a l'Arsène. Comment se fait-il qu'il a. Ah oui, il y a l'Arsène. Ou alors je m'approche trop. Ah non, là-bas. Là, rouge. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, il n'y a plus de l'Arsène. L'Arsène est parti.
J'espère que c'est le seul. Bon. Alors, oui, quelques éléments sur le Conseil des prud'hommes. Ça, c'est une constante pour celles ou ceux qui voudront consulter tout ce qui s'est passé au Conseil de prud'hommes de octobre 1831 jusqu'en mai 1834. Vous pouvez le faire. Il y a un compte-rendu par numéro. C'est un travail énorme. Il y a 2 séances de prud'homme généralement par semaine, et donc le dimanche, dans l'écho de la fabrique, vous avez les affaires les plus intéressantes. Alors, les prud'hommes, c'est vraiment un sujet intéressant. D'ailleurs, dans la manifestation novembre des Canuts, l'année passée, nous avions choisi ce thème-là, parce que nous avions, comme d'autres, été stupéfaits du nombre d'abstentions pour l'élection des prud'hommes. Aujourd'hui. C'est quelque chose qui, évidemment, dont les canuts seraient certainement assez mécontents, quoique, je vais vous le dire certainement dans mes petits papiers, là, il y a eu, à leur époque aussi, il y a beaucoup d'abstentions, que ce soit d'ailleurs chez les négociants que chez les fabricants d'étoffes de soie, qui sont les seuls à pouvoir voter. Donc on avait pris ce thème qui est effectivement très riche, mais qui, pour l'aborder, est toujours un peu compliqué, parce qu'on rentre dans des aspects très techniques, donc je vais essayer d'éviter ça. Alors d'abord, un petit rappel sur l'histoire un peu des prud'hommes. D'abord, prud'homme, c'est pas à cause d'un monsieur qui serait appelé prud'homme, qui par ailleurs est un grand poète. Vous savez, c'est l'histoire du vase fendu par un coup d'éventail. À une époque, on l'apprenait. On apprenait des poésies de Sully Prud'homme, prix Nobel de littérature, 1er 1901. Alors aujourd'hui, on peut le voir que chez un seul livre, dans un seul livre, plus facilement, c'est dans un album de Lucky Luke. Oui, quand Lucky Luke accompagne Sarah Bernard aux États-Unis pour sa tournée. Sarah Bernard est toujours en train de raconter le même vers dans les dessins, c'est celui-là. C'est à Sully Prud'homme. Voilà, heureusement qu'on a Lucky Luke pour s'en souvenir. Alors, prud'homme, en fait, ça veut dire homme preux, homme sage. Hein, prud'homme. Voilà, c'est pour ça. Et il y en avait dès le XIe siècle. Le mot apparaît dès le XIe siècle. Hein, donc, très ancien. Et c'est un espèce de tribunal commun pour régler les affaires. Donc, je vous le dirai, il y a une création officielle des prud'hommes, mais il y a quand même, avant la Révolution, des instances qui permettent de réguler les relations entre fabricants et négociants, entre fabricants et ouvriers en soie, et entre fabricants et apprentis. Ce sont ces 4 domaines. Voilà. En 1790, on supprime les corporations, on supprime les associations, c'est une révolution économique libérale, donc tout ce qui freine l'explosion du commerce, etc., est balayé, plus de ça, et plus de prud'hommes, enfin plus de ce qui étaient les premiers prud'hommes qui ne s'appelaient pas prud'hommes, ces instances qui permettaient de régler les problèmes. Il n'y a plus qu'un juge de paix, donc qui ne connaît pas forcément les mots techniques du métier. Donc les jugements sont un peu n'importe quoi, puis c'est le grand bazar, 1890. Et donc, jusque toute cette période, les canuts et les négociants sont assez mécontents, parce que vraiment, il n'y a rien pour réguler. Donc ça les gêne énormément, ce qui fait que c'est en 1806 que, poussé à la fois par les négociants et à la fois par les chefs d'atelier canuts, que Napoléon Ier, de passage à Lyon, va donc créer officiellement les prud'hommes, qui sont, dans leur essence même, des instances de conciliation. C'est le principe fondamental. C'est le lieu où on doit s'entendre. Hein, j'insiste parce que, vous verrez, ça sera... Dès le début, ça ne va pas être tout à fait comme ça, et c'est souvent un jugement, alors qu'au départ même, il faut d'abord discuter, avant qu'il y ait une décision de prise. Ça, c'est très important. Alors après, après les canuts, ou au moins après la période de 1806-1834, il va y avoir
des progrès. En 1848, c'est la Seconde République. Eh bien, la Seconde République va répondre favorablement à une vieille demande des Canuts, c'est celle du paritarisme. J'en reparlerai, mais dans le Conseil des prud'hommes, vous avez plus de négociants que de chefs d'atelier. Voilà. En 1852, ça c'est Napoléon III, alors on change, et c'est la transformation du Conseil en juridiction échevinale, avec les échevins, sous contrôle du pouvoir. On retombe dans l'Empire, donc là on serre les vis, et c'est plus indépendant, le pouvoir regarde ce qui se passe. En 1880, on est Troisième République, à ce moment-là, on retourne à l'élection des présidents et vice-présidents. 1907, mise en place d'une juridiction sociale. 1979, c'est pas loin, attribution de la compétence exclusive sur les contentieux individuels du travail. Voilà. Et 1982, seulement en 1982, achèvement de la généralisation territoriale et professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut attendre la fin du XXe siècle pour que l'ensemble des professions puissent, et sur l'ensemble des régions, il y ait des conseils de prud'homme. Alors aujourd'hui, c'est un gros problème, c'est que le pouvoir actuel, le gouvernement a décidé de restreindre le nombre de juridictions prud'homales, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conseils de prud'homme qui ferment, ce qui entraîne évidemment des problèmes. C'est le cas, souvent on entend parler de la poste, des hôpitaux, des maternités, etc. Évidemment, l'ouvrier qui a des problèmes avec son patron, etc., s'il faut se rendre à 50 ou 60 km du lieu d'habitation, ça pose un certain problème. Quand on fait plus de proximité, il y a toujours les plus pauvres qui évidemment sont lésés. Ça, c'est une constante. On va avoir tout de suite après en 1830, au moment donc des Trois Glorieuses, de la chute de Charles X, l'arrivée de Louis-Philippe, les Canuts sont assez contents, donc il va y avoir la liberté de la presse, mais ils se murmurent qu'il y aura un changement au niveau du prud'homme et que ça sera beaucoup mieux que ce qu'ils avaient comme prud'homme, notamment au niveau de la parité, de la représentation, etc. Eh bien, ils vont être extrêmement déçus, puisque dès 1832, excusez-moi, donc après la révolte des Canuts, Louis-Philippe décide d'ordonner 3 articles concernant donc le Conseil de prud'homme. Le Conseil de prud'homme de Lyon sera porté de 15 à 25 membres, donc ça c'est plutôt intéressant. La fabrique d'étoffes de soie nommera 17 prud'hommes, dont 9 marchands et 8 chefs d'atelier ou ouvriers possédant en propriété au moins 4 métiers. Et là, évidemment, vous verrez, c'est la consternation. Je continue l'article de loi. Il n'est rien innové à l'égard des 8 autres membres du Conseil qui continueront à être nommés par les fabriques de bonnetterie, de chapeaux, etc. Il n'y a pas que la soie déjà, conformément à l'article 2, etc. Article 2. Les 9 prud'hommes marchands fabricants, donc les négociants de soierie, seront élus dans une assemblée de tous les marchands fabricants qui justifieront de leur patente. Article 3. Pour l'élection des 8 prud'hommes chefs d'atelier ou ouvriers en soierie, la ville de Lyon et les communes de Vèze, la Croix-Rousse, Caluire et la Guillotière seront, par arrêté du préfet du Rhône, divisées en 8 arrondissements, dans chacun desquels un dédit prud'homme sera nommé par les chefs d'atelier ou ouvriers domiciliés dans l'arrondissement qui justifieront de la possession de 4 métiers. Donc il y a des différences énormes dans la façon de préparer les élections au niveau des prud'hommes. Alors l'écho, évidemment, va réagir très vivement en ce qui concerne cette histoire de 4 métiers. Parce que ça veut dire pour eux qu'il y a au moins 90% des chefs d'atelier qui ne seront pas représentés.
Parce qu'ils ont 3 métiers. C'est très, très, très souvent. Hein, la grosse moyenne, c'est ça, c'est 3 ou 4. Très peu ont 10 ou 12 métiers. Et d'ailleurs, il y a un chef d'atelier qui écrit une lettre à l'écho de la fabrique qui est tout à fait remarquable, qui explique bien. Monsieur, je suis établi depuis 25 ans et dans mes vues peu ambitieuses, je n'ai jamais eu que 3 métiers. J'ai passé le bon temps de l'Empire où certes, on gagnait un peu plus de 20 à 8 à 32 sous, car, soit dit en passant, il y a 10 ans qu'on ne vit pas. Pendant le temps de prospérité, je me suis procuré une petite aisance. J'ai acheté, pardonnez-moi ces détails, une petite propriété à la campagne. Ce qui m'a valu le droit d'élire le maire et les adjoints de ma commune. Mais jugez de ma surprise, lorsque je me suis vu exclu du rang des électeurs pour la nomination du Conseil des prud'hommes parce qu'il me manque 4 poteaux de métier, seraient-ils vermoulus. Qui aurait cru que la capacité électorale tiendrait à un battant de plus ou de moins? Je ne suis pas électeur parce que je n'ai pas eu l'idée, il y a un mois, d'acheter un bois de métier qui m'eût coûté 20 francs. Et messieurs tels ou tels le sont parce qu'ils sont 6 associés. Si vous trouvez quelques réflexions dignes d'être insérées dans votre journal, veuillez avoir la complaisance de leur donner la publicité. Donc il y a vraiment une réaction très vive parce que c'est la majorité. Et c'est vrai parce que l'article ne précise pas que ce sont 3 métiers en activité, 4 métiers en activité. Donc il a raison, il suffit d'acheter un battant et dire, vous voyez, j'en ai 4. Donc vraiment, il y a une profonde injustice. Alors, il y aura donc des élections en 1832, et évidemment, l'écho de la fabrique, les journalistes de l'écho de la fabrique vont vraiment se battre, pour eux c'est vraiment essentiel, et tout de suite ils vont sans arrêt faire des articles qui s'adressent aux candidats, chefs d'atelier, aux candidats au prud'homme, qui s'adressent aussi souvent aux négociants, hein, ils vont essayer, ils vont tenter à ce que les prud'hommes soient le plus près de leurs idées, hein, de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la parité, la jurisprudence et le droit de représentation, qui sont 3 choses qui ne sont pas dans la loi. C'est-à-dire, la parité n'y est pas, puisqu'il y a moins de chefs d'atelier. Il n'y a pas de jurisprudence. Hein, ça, c'est un vrai problème. Hein, rien n'est écrit. On ne peut pas se référer à quelque chose qui a été fait. Et puis, il n'y a pas de droit de représentation. C'est-à-dire que la personne qui peut-être s'exprime mal ou qui ne connaît pas toutes les méandres de la justice ne serait-elle prud'homale, eh bien évidemment celui-là, comment il va faire, hein, puisque c'est interdit. C'est-à-dire le canut cité à comparaître devant ce tribunal, eh bien s'il a des difficultés, ne pourra pas dire à quelqu'un de plus compétent, viens me remplacer ou viens t'exprimer à ma place, ce qui est aujourd'hui le fait, hein, puisque ça sera reconnu plus tard. Voilà. Alors, il précise d'ailleurs très rapidement qu'il faudrait que ça soit ce Conseil des prud'hommes. Nous avons dit que l'intervention dans le Conseil des prud'hommes, chef d'atelier, était paralysée. Alors, c'est-à-dire qu'il fonctionnait mal. 1. Par le défaut d'élection des prud'hommes étrangers à la fabrique de Soieries. 2. Par le défaut de concours de tous les justiciables du Conseil, autres que les ouvriers en soi, à la nomination de leurs prud'hommes. 3. Par l'injustice résultant du nombre supérieur de prud'hommes négociant à celui de prud'hommes chef d'atelier. 4. Par le vote inconvenant des prud'hommes étrangers à la fabrique de soie dans les questions spéciales qui la regardent. 5. Par l'adjonction et le vote illégal des suppléants. Il y a des problèmes aussi à ce niveau-là. 6. Enfin, par le défaut d'harmonie résultant de la dissémination des prud'hommes. Donc, ainsi, par exemple, la première nécessité était l'établissement d'une jurisprudence fixe pour décider d'une manière uniforme toutes les questions qui se présenteraient.
On ne saurait en nier l'importance. Elle est universellement sentie. La jurisprudence se forme de 3 manières. Par l'usage, et ça, pour eux, c'est très important, puisque il y a une tradition très ancienne, 16e siècle, de régler les conflits. Donc l'usage, pas écrit, mais c'est l'usage, donc ça, il faut respecter. Par l'autorité législative, ça, ils reconnaissent tout à fait que ce que promulgue le gouvernement il faut le faire, il n'y a pas aucun. Et par les arrêtés des tribunaux. Voilà, ça, c'est la jurisprudence. Or, ça boite. Il n'y a pas, notamment les arrêtés du tribunal, ils sont oubliés, puisqu'il n'y a rien d'écrit. Voilà. Alors, beaucoup donc d'interventions sur la libre défense. Ils écrivent dans l'écho de la fabrique des articles qui s'adressent directement au chef d'atelier. Vous voulez, chef d'atelier, l'établissement d'une jurisprudence fixe qui statue sur toutes les questions préalables, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ils reprennent chaque fois, eh bien stipuler avant d'aller au scrutin que les prud'hommes élus par vous devront exiger toutes ces choses ou se refuser à siéger sans cependant donner leur démission afin que la force d'inertie qu'ils opposeront oblige leurs collègues dissidents de venir à composition. Et alors vous aurez marché dans la voie du progrès, où jusqu'à présent, vous n'avez fait que de bien timides pas. En 1831, on a aussi, dans l'écho de la fabrique, ce désir de secouer un peu les anciens des prud'hommes qui siégeaient depuis 1806 ou qui ont rejoint après 1806, donc, et qui apparemment n'ont pas fait grand-chose. Donc, il essaye de les stimuler, etc. Voilà. Et le jour des élections, ils vont même écrire un autre article très fort. Citoyens, chefs d'atelier, aujourd'hui, vous allez accomplir un grand acte de votre vie prolétaire. Aujourd'hui, vous allez exercer un droit précieux en nommant 2 d'entre vous pour vous représenter au Conseil des prud'hommes. Ce sont 2 défenseurs, 2 tribuns que vous allez choisir. Que vos choix ne s'égarent pas. Ne vous laissez pas séduire par de brillantes promesses. Tiens, on se croirait aux élections. Les autres. Si vos prud'hommes actuels ont fait tout ce qu'il aurait été possible de faire au sortir d'événements graves, dans des circonstances dont nous avouons la difficulté, soyez justes envers eux, plus que nous ne l'avons été peut-être pour nous-mêmes. Que ce mandat soit simple, faites-leur en jurer l'observance ou demandez-leur une parole d'honneur, simplement. Liberté de la défense, établissement d'une jurisprudence fixe, voilà ce que doit contenir ce mandat. Nous insistons, chef d'atelier, parce que c'est votre unique moyen de salut. Voilà, et ça, il y en aura pendant plusieurs numéros de l'écho de la fabrique. Voilà. Il y avait aussi un autre aspect mais ça c'est peut-être Lyon qui a fait un peu de zèle, parce qu'on ne retrouve pas ça dans les décisions gouvernementales, mais pour ces élections de 1832, il est demandé au chef d'atelier de prêter serment à Louis-Philippe. Et ça, évidemment, ça va irriter profondément les canuts. D'ailleurs, il y en a un qui va écrire à l'écho de la fabrique en disant que l'autorité s'est abstenue de demander soit aux négociants, soit au chef d'atelier le serment de fidélité qu'elle avait eu précédemment l'incroyable idée d'exiger en contravention au principe de souveraineté du peuple qui régit la France aujourd'hui. Serment contre lequel nous nous sommes justement élevés, ainsi que le précurseur, c'est un autre journal, lors des dernières élections. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite victoire. Alors, cette jurisprudence, ils s'aperçoivent que ça traîne énormément, et qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait. Ils ont beau multiplier
les articles, ils ont beau chaque fois prendre les exemples les plus intéressants des jugements pour les publier le dimanche, ça n'avance pas, donc ils vont en fait se mettre au boulot. Et Chastain et les autres vont rassembler, et vous voyez le travail énorme, toutes les causes qui sont passées récemment, ils ne vont pas reprendre de 1806, mais au moins de 1830, toutes les causes qui sont passées, afin de les classer et de donner la possibilité à tous, eh bien, face à quelque chose semblable, d'avoir un jugement serein. Alors ils vont partager ça en 4 séries. Il y aura les rapports des chefs d'atelier avec les négociants, ça c'est une série importante. Il y aura le rapport, bien sûr, des chefs d'atelier aux ouvriers en soi, le rapport entre les chefs d'atelier et les apprentis, et enfin, dernier rapport, série, les chefs d'atelier et les extérieurs à la fabrique de la soie, auxquels ils ont affaire quand même, ou directement liés à la soie, donc un peu des fabricants de matériel dont ils ont besoin et qui posent des problèmes. Alors, c'est intéressant, ces classements, et puis c'est aussi intéressant parce que ça nous renseigne sur l'ambiance, sur les problèmes au quotidien qu'il y avait dans les ateliers de Canut. Alors il y a des choses, c'est assez... pour se plonger dedans, c'est extrêmement difficile. Et Valérie Zipper, qui devait en principe venir avec moi ce soir et qui a monté une pièce de théâtre au moment de novembre des Canuts de l'année passée sur les prud'hommes, je vous assure que je lui tire mon chapeau parce que c'est d'une complexité, et pour donner une pièce de théâtre sur quelque chose qui est aride, comme ça, il faut vraiment être génial, mais elle n'a pas pu venir ce soir, autrement elle vous aurait expliqué comment elle avait décortiqué tout ça, notamment avec un chercheur du CNRS absolument génial, qui est Cotreau, et qui a beaucoup travaillé sur les prud'hommes. Par exemple, il y a numéro 1 de la première série, le déchet des matières laine, coton et bourre de soie est-il de 45 grammes par kilo? Ça, j'avoue, voilà, c'est très spécifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils rouspétaient quand dans les prud'hommes venaient des gens extérieurs à la fabrique, parce qu'évidemment, s'ils me mettaient comme prud'homme pour juger ça, vous voyez la catastrophe, la réponse est oui. Et il y en a une aussi, par exemple, les tirelles sont-elles dues sur l'article marabout? Il y avait un article marabout. Eh ben non, ils sont pas... Voilà. C'est assez passionnant, au moins dans ces rapports, dans ce que... Le négociant doit-il une indemnité au chef d'atelier lorsque ce dernier, ayant reçu disposition, en commence l'exécution et qu'ensuite cette disposition lui est retirée? Ça veut dire, on comprend mieux comment ça se passait. Le chef d'atelier dit... Le fabricant, le négociant, donc le soyeux, dit au chef d'atelier, oui, vous pouvez y aller, j'ai attissé pas mal de mètres, donc vous pouvez commencer à monter votre métier, c'est-à-dire à l'arranger pour qu'il y ait une première chaîne, pour qu'ensuite ça puisse tisser. Donc il commence, et puis brusquement, le négociant lui retire. Alors il ne le fait pas comme ça pour l'emmerder, non. Mais il faut bien se dire que le négociant, commerçant, il peut avoir affaire à des clients qui font faillite. Et à ce moment-là, évidemment, ils ne vont pas continuer à faire produire pour rien du tout. Donc ça s'explique. Mais n'empêche que la réponse là est oui. S'il a commencé, une indemnité est due toutes les fois que la chose commandée a eu un commencement d'exécution et a occasionné une perte de temps.
Voilà, c'est des choses pratiques. Hein. Verbales. Il y a de temps en temps des explications sur le carnet de fabricant. Par exemple, lorsqu'un négociant écrit sur le livre du chef d'atelier, vous savez qu'il y a un livre pour se déplacer aussi. Hein. Donc au travail, raison de plus, tout est inscrit. Lorsqu'un négociant écrit sur le livre du chef d'atelier ces mots, tout frais compris, peut-il se dispenser de rembourser le lassage des cartons? Vous savez, les cartons de la mécanique Jacquard, il faut les lasser, c'est-à-dire qu'il y a de chaque côté, il y a des trous, donc il faut les accrocher aux autres pour que ça puisse faire le travail. Eh bien, il est obligé, la réponse est non, il ne peut pas se dispenser de rembourser le lassage des cartons, il doit le faire. Le lassage des cartons est toujours à la charge du négociant dont ils sont la propriété. Il ne faut pas l'oublier aussi, puisque quand le chef d'atelier a terminé, il rend les cartons, qui sont toujours propriété. Vous voyez, ça aussi, ça explique les rapports. Rendez-vous compte, en fait, du courage des canuts du 21 novembre qui arrêtent le travail, et qui ne savent pas si ça va suivre. Et ça veut dire que les plus courageux qui auront arrêté le travail, qui se seront retrouvés sur la place de la Croix-Rousse pour aller manifester, pensaient bien que les négociants, s'ils avaient été qu'une poignée, c'était fini. Là, ils perdaient tout. Travail, etc., logement et tout ça, puisqu'on n'allait pas leur redonner du travail. Il dépend complètement du négociant. Allez, je vais avancer un peu, parce que vous n'aurez plus le temps de poser des questions. Voilà, alors dans la deuxième série, il s'agit de chefs d'atelier dans leur rapport avec les ouvriers ou compagnons. Par exemple, un ouvrier compagnon peut-il réclamer au maître qu'il occupe un prix plus élevé que celui payé par le fabricant à ce dernier, surtout si le prix du fabricant est au-dessous du cours fixé par la mercuriale? Eh bien oui. L'ouvrier compagnon, donc qui n'est pas lui propriétaire de moyens de production, il peut réclamer au chef d'atelier. Vous voyez, toujours des choses très précises. Alors, il y a souvent, on parle aujourd'hui de salaire. Dans la fabrique, on parle surtout de tarifs. Mais il y a quand même, et ça c'est intéressant, vous voyez, c'est tout en nuances cette histoire-là. C'est pour ça que je suis contre de faire des trucs comme ça carrés, c'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, lorsqu'un maître a promis à un ouvrier un salaire mensuel à raison d'un prix convenu et d'une quinzaine d'essais, peut-il, après cette quinzaine, sous le prétexte que cet ouvrier n'est pas assez habile, lui diminuer le salaire promis? Vous voyez le tableau, début du mois, le chef d'atelier, le canut, dit à l'ouvrier, voilà, je te paye tant pour le travail à faire, mais il y a une quinzaine où je vais te juger, une quinzaine d'essais, mais je te payerai pour le mois, tout ça. Et il s'aperçoit que le type, il est aussi doué que moi pour tisser. Donc, ça ne marche pas. Eh bien quand même, désolé, il ne peut pas lui diminuer le salaire promis. Voilà. Donc, l'ouvrier, par contre, qui quitte l'atelier de son maître sans avertir, est-il tenu à une indemnité? Oui, bien sûr. Ça n'a pas changé. Ensuite, troisième série, des chefs d'atelier dans leur rapport avec les élèves ou apprentis. Et ça, c'est très compliqué. L'apprentissage est payant. Pas l'oublier. Lorsqu'un élève a terminé son apprentissage et que pendant sa durée, il s'est arriéré, peut-il être admis à réclamer contre une tâche trop élevée? Non. Il doit de l'argent. Un maître a-t-il le droit de fixer à son élève une tâche plus élevée que celle d'usage? Non. Surveille. Ils sont très attentifs à l'apprentissage. Ils ont, faut pas oublier, ils sont les héritiers du compagnonnage, des corporations et des qualités de la corporation, quand même, parce qu'il n'y a pas que des défauts, c'est de veiller au renouvellement, veiller à ceux qui vont succéder.
donc il faut qu'ils soient les meilleurs. Donc il faut qu'ils fassent... on n'est pas dans l'apprenti que j'ai connu de ma génération, où la plupart du temps, quand on quittait l'école à 14 ans, on passait de nombreux mois à balayer l'atelier, sous prétexte que eh bien, le patron avait fait ça quand il était jeune, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer. Voilà. On n'est pas là dans cet état. Hein. Tenez, ça nous renseigne aussi sur comment était la vie quotidienne. Lorsqu'une maîtresse d'apprentissage, ce qui veut dire qu'on a des maîtresses, des chefs d'atelier, on ne dit pas chef d'atelier, mais chef d'atelier femmes, quitte la vie séculière, c'est-à-dire la vie civile, et entre dans une communauté religieuse. Son élève est-elle dispensée de la suivre? Le problème se pose. Et en ce cas, l'engagement qui avait été consenti doit-il être résilié sans indemnité? Oui. Ouf. Mais l'échappée belle. Lorsqu'un élève ne veut rien faire et que cela est constaté par le prud'homme chargé, voyez, de la surveillance de l'atelier, le maître a-t-il le droit de résilier l'engagement sans être astreint au paiement de l'indemnité stipulée dans la convention? Évidemment, c'est oui. L'élève qui, sans motif valable, ne peut pas rentrer chez son maître, peut-il, même en payant l'indemnité stipulée par la convention, se placer ailleurs, autrement que comme apprenti? Pas question. Vous voyez, donc un certain nombre de règles très rigides. Et enfin, pour la 4e série, le rapport des chefs d'atelier avec différentes autres personnes, vous avez, par exemple, un propriétaire ou tous autres qui seraient créanciers d'un chef d'atelier. Ont-ils le droit, lors même que du consentement réciproque des parties, la dette aurait été inscrite sur le livret de ce dernier, de forcer le fabricant, détenteur du livret, à retenir le 8e sur les façons du débiteur lorsqu'il s'y refuse et dénie au fabricant le droit de lui faire aucune retenue pour solder ses dettes, autres que celles résultant d'avances faites par un fabricant. Alors, je vous ai lu ça simplement pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée dans mes bambanes. Vous nous dites qu'ils avaient 7 à 8 ans d'apprentissage, qu'ils avaient des rudiments de grec et de latin, qu'ils savaient lire, écrire et compter. À quoi ça sert? Eh ben voilà. Ça sert à comprendre une phrase comme ça. Parce que c'est pas du tout évident. On mêle à la fois les aspects techniques, mais aussi, c'est une phrase qu'on retrouve aujourd'hui dans les jugements. Il y en a qui ne sont pas évidents du tout à traduire. Donc, il faut donc que le chef d'atelier, l'ouvrier en soi, il puisse interpréter ce jugement. Et l'écho de la fabrique, journal, le dimanche, le chef d'atelier qui a les doigts de pied en éventail le dimanche, de temps en temps, et qui lit l'écho de la fabrique, est obligé de se taper cette phrase. C'est quand même quelque chose. Oui, d'autres, on va pas... Lorsqu'un chef d'atelier fait délivrer un livret au fils d'un de ses collègues, qu'il a retiré sans le consentement du père, le conseil a-t-il le droit de déclarer nul le dit livret et d'ordonner au jeune homme de réintégrer le domicile de son père? Et c'est oui. Voilà. Bon, voilà, un survol au moins de ce gros souci des canuts concernant le Conseil des prud'hommes. C'est vraiment... moi, j'ai été frappé en lisant l'écho de la fabrique. Bon, les premiers numéros, il est question beaucoup de tarifs, il est question de novembre, du malheur, de cette volonté de tourner la page, de se réconcilier, même avec les négociants, réconcilier aussi avec le pouvoir. Ils sont pas... ils traînent les pieds pour aller voir le fils de Louis-Philippe qui arrive en décembre,
Hein, ils ne vont pas y aller. Mais ils lui en veulent, ils ne vont pas manifester non plus. Hein, ils viennent de perdre, mais enfin bon, ils ne vont pas manifester et tout ça. De voir que rapidement, dès fin décembre, janvier, ils se tournent vers d'autres combats, notamment celui des prud'hommes. Ça leur tient à cœur. Il y aura les autres combats dont j'évoquais la dernière fois, c'est-à-dire l'association, le droit d'association, tout ça, tout ce qui fera l'apport social énorme des canuts au mouvement ouvrier organisé. Mais un des premiers, c'est bien ce Conseil des prud'hommes qui va durer très longtemps. Quand Chastain crée son autre journal, il va continuer l'écho de la fabrique historique va continuer à donner des comptes rendus, même si Chastain n'est plus là. Et quand Chastain va créer son autre journal, il y aura encore des comptes rendus du Conseil du prud'homme. On sent que c'est là vraiment le combat pour eux. Donc c'est pour ça que quand arrive le moment des élections prud'homales, intéressant de se replonger dans cette histoire-là des canuts. Peut-être qu'il y aura plus de monde. Voilà. J'attends maintenant vos questions. Évidemment, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Bon, et il n'y a pas de questions. Si. Oui, je voulais juste savoir si les ouvriers y allaient volontiers au prud'homme. Vous avez un risque d'être licencié ou remercié quand ils allaient... Par rapport au chef d'atelier. Par rapport au chef d'atelier. Apparemment, l'ouvrier en soi, hein, puisque donc c'est dans le cadre des rapports entre le chef d'atelier et l'ouvrier en soi, il faut éliminer l'exemple de l'usine ou même d'une PME. Quand il y a 3 ou 4 ouvriers en soi chez le chef d'atelier, d'abord ce sont des rapports sur le travail. C'est-à-dire que quand il n'y a rien à faire, le chef d'atelier, il est seul. Les ouvriers en soi ne le sont pas. Donc il va faire, l'ouvrier en soi va faire plusieurs boîtes, hein, souvent. Plusieurs boîtes, plusieurs chefs d'atelier. Il n'est pas à vie, il n'est pas salarié. Vous savez, le seul exemple qu'on a, c'est sur un mois. Parce que si le chef d'atelier a fait ça sur un mois, c'est qu'évidemment, il avait l'assurance d'avoir du travail pour plusieurs mois. Donc là, il se dit, tiens, je vais tenter le coup, s'il est très bon, ben ça vaut le coup que je le garde le plus longtemps possible. L'ouvrier en soi est relativement libre. Donc il peut, quand il y a un problème, porter ça devant les prud'hommes. Par contre, l'ouvrier en soi ne vote pas. Il n'est pas représenté au Conseil des prud'hommes. Donc, au niveau des jugements, il peut y avoir des risques. Hein? Bon, il y en a eu. Hein, il y en a eu. Et l'écho de la fabrique prend le parti quand même très souvent des ouvriers en soi, même si, quand c'est trop flagrant, ils ne sont pas tendres avec les collègues qui font des trucs pas clairs. Hein, ils sont entre eux. D'abord, c'est la structure même. Je crois que pour comprendre les canuts, il faut comprendre également la structure même de cette fabrique, hein, parce qu'elle n'est pas comparable, elle est comparable à rien du tout. Hein. On a comme ça 8000 petites unités de production, 8000 en 1830. Hein. 400 maisons de soirée, donc vous voyez un peu le rapport. Hein, ça. Et ça change sans arrêt. Il y en a qui repartent, il y en a qui viennent. Il y a des rapports au niveau des tarifs, il y a des rapports au niveau du salaire, hein, quand il y a beaucoup. C'est complexe. Et donc là, il faut s'imaginer qu'il y a une certaine liberté à l'intérieur de l'ensemble des acteurs. Le négociant est libre de donner du travail au chef d'atelier qu'il veut. Le chef d'atelier est libre d'employer les ouvriers en soi qu'il veut, les plus compétents qu'il veut. Il y a d'ailleurs dans l'écho de la fabrique des gens qui se placent, qui font des petites annonces en disant voilà, je suis spécialiste, tout ça. Et l'ouvrier en soi, lui, eh bien, il peut aussi aller ailleurs. Hein. S'il est en règle,
avec son chef d'atelier, c'est le fameux livret. Parce que si il a promis de tisser, il ne peut pas partir au milieu du truc, hein, en disant, voir, je vais me voir le match de foot. Non, il ne peut pas. Voilà. Et l'apprenti, lui, il faut savoir que l'apprenti, c'est souvent le fils d'un collègue. Il y a, vous voyez, cette ambiance-là. Il y a des bouquins qu'on parle un peu plus tard dans la deuxième partie du XIXe siècle, Sébastien Commissaire, qui va être député, qui est un républicain, qui a été canu. Son père était canu et il habitait sur les pentes de la Croix-Rousse. Et il décrit très bien ces rapports, puisqu'à un moment donné, il va même être témoin d'un acte qu'il réprouve. Il y avait un ouvrier en soi qui était un peu entreprenant avec la femme du chef d'atelier. Et apparemment, la femme du chef d'atelier était un tout petit peu consentante. Donc lui, il est gamin, il doit avoir 15-16 ans. Ça le choque, et il s'en va de l'atelier, il va rejoindre son père. Et son père règle l'affaire. Il ne passe pas par les prud'hommes, hein, mais parce qu'ils se connaissent. Le chef d'atelier, qui aurait pu réclamer une indemnité pour l'apprenti qui a foutu le camp parce qu'il y a un truc qui ne lui plaisait pas, son père va discuter avec lui, en inventer un petit truc, donc il va régler les affaires comme ça. Il y a promiscuité tout le temps. C'est ça qui est un peu particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec les usines anglaises, par exemple, où vous avez des contremaîtres. Etc. On va parler de contremaîtres que quand il y aura les usines, quand il y aura les premières usines internats, ou hygiène couvent, de Claude-Joseph Bonnet ou d'autres. Alors là, évidemment, il y aura des chefs d'équipe, il y aura une hiérarchie d'usine. On n'a pas de hiérarchie d'usine là-dedans. Il y a les négociants, les chefs d'atelier, les ouvriers en soi et les ouvrières en soi, les apprentis. Voilà. Oui ? Ici, là-bas. Ah, pardon, là-bas. Le petit machin rouge, je vois pas. Oui, c'est fait. Ah, pardon. Oui, vous avez parlé que l'apprentissage était payant. Ce qui veut donc dire que c'était les parents qui payaient l'apprentissage. Oui. Ce qui ferme, oui. Donc on restait entre soi. Oui, quand Est-ce même. que- Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Il faut. Voilà. Et bon, ils ne se connaissent pas tous non plus. Le père, s'il a 2 enfants, c'est la moyenne, 2 ou 3. À une époque où c'est assez rare, dans le monde rural, il y a 10, 11, 12 enfants. Chez les Canus, c'est 2, 3, pas plus. Le père, va essayer de donner le maximum de compétences à son fils. On voit moins les filles qui souvent restent ouvrières en soi, ou par héritage deviennent chefs d'atelier. Mais bon, elles peuvent très bien prendre un ouvrier en soi très très compétent, donc il lui suffit à ce moment-là de gérer les affaires. Elle n'est pas obligée peut-être de passer derrière le métier à tisser. Donc, il y a cette... il va donc lui faire plusieurs apprentissages dans différents domaines. Pour ça que ça dure si longtemps. Parce que... c'est pour ça aujourd'hui c'est faussé, parce que vous mettez une disquette dans un métier à tisser et 30 secondes après vous avez 10 km de soie. Et puis des petits carrés, les carrés Hermès. C'est pas ça la soie en 1831. C'est pas ça. C'est des grands velours, c'est des rideaux imposants, c'est la chambre de Marie-Antoinette, du roi, etc. C'est des choses fantastiques. Donc il faut être très compétent. Donc il va le mettre dans différents chefs d'atelier, évidemment, et ça coûte cher. C'est pour ça que les revenus entre le chef d'atelier et les ouvriers en soi, il n'y a pas des différences énormes. Même si l'un est propriétaire des moyens de production et que l'autre est propriétaire de rien du tout. Il vend sa force de travail uniquement. Mais comme le chef d'atelier a beaucoup de frais, c'est pour ça qu'on va les retrouver dans la révolte des Canuts, dans la révolte de novembre, côte à côte, parce que
il n'y a pas grande différence. Et puis en plus, l'ouvrier en soi, il a tout intérêt à ce que, que le chef d'atelier soit payé un maximum, puisque ça va avoir répercussion pour son propre tarif à lui. Hein. Donc, voilà. Mais il a le loyer, le chef d'atelier. Il a donc ses apprentissages, le loyer, il a l'achat un métier, ça s'use. Et puis il faut amortir la mécanique jacquard, parce qu'il a fallu l'acheter. Quand ils avaient 3 ou 4 métiers à la tire, il fallait acheter 3-4 mécaniques jacquard. Enfin, bon, il y a tout ça. Et c'est pour ça aussi que les chefs d'atelier vont être très attentifs à ce que les apprentissages soient d'excellente qualité et ils se sentent très responsables de leur industrie. Moi, ça me frappe toutes les fois que je me penche sur un article. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on n'ait pas perdu ça. On l'avait il y a quelque temps chez les mineurs. Les mineurs étaient très fiers de leur travail, même si c'était évidemment un travail extrêmement dur, mais très fiers des mineurs. On l'a chez les canuts, et ça explique d'ailleurs qu'ils vont toujours contribuer à l'amélioration de l'entreprise. Ça, ils sont responsables de cette entreprise. Par exemple, ils vont faire plusieurs articles sur ce qu'on appelle les tireurs d'onces. Les piqueurs, pardon. Les piqueurs d'onces. L'once, c'est donc l'ancien le poids. Le poids. Quand le canut, parce que, après tout, on pourrait laisser faire. Il y a certains chefs d'atelier, surtout quand il y a des problèmes, pas beaucoup de travail et tout ça, qui vont tenter de faire une économie parallèle. Le problème, c'est que quand le négociant donne les fils d'or, prête les fils d'or, d'argent et de soie avant le tissage, ça c'est pesé. Une fois que le tissage est réalisé, quand le chef d'atelier livre son étoffe, l'étoffe est pesée. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Donc, si on veut faire une économie parallèle et vendre de temps en temps quelques châles à d'autres, à son épicier, son boucher, voilà, eh bien, il faut trouver le moyen de prendre des fils d'or, d'argent ou de soie et puis de les remplacer. Ils vont les remplacer par de l'eau ou de l'huile. Et ça, évidemment, ça ne dure pas longtemps. Donc, les canuts vont vraiment, de l'écho de la fabrique, monter au créneau en disant « il faut vraiment arrêter ça ». Vous mettez en danger, parce qu'à un moment donné, évidemment, dans les périodes 32, 33, c'est difficile, il y en a beaucoup qui, apparemment, il y a une grande minorité qui fait ça, il faut arrêter ça, parce que vous mettez en danger l'industrie de la soie. C'est une constance chez eux. Il faut que l'industrie de la soie, quand même pendant, j'en ai parlé, mais pendant la révolte, ils vont mettre même des sentinelles pour protéger les maisons de soierie. Parce que c'est leur industrie. Ils y tiennent. Et même, c'était pire pour les piqueurs d'onces avant la Révolution, parce que là, ils étaient marqués au fer rouge et exposés en place publique. Donc, c'était pas de la rigolade. Après. Oui, vous avez évoqué un livret. Oui. Alors, ce livret, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qu'un ouvrier... Voilà. Voilà, donc il y a des rapports d'argent souvent entre le chef d'atelier et l'ouvrier en soie. Il y a l'ouvrier en soie, souvent, demande une avance. On appelle ça un acompte. Donc, tout ça est noté. Donc, ce qui est noté aussi, donc les emprunts, ce qui est noté, c'est d'où il vient aussi. Chaque fois qu'il passe l'ouvrier en soie chez un chef d'atelier, eh bien, le chef d'atelier a le droit de mettre... aujourd'hui aussi, ça existe. Les patrons communiquent entre eux pour... c'est pas un livret, mais moi, quand j'ai été salarié, il recevait bien... par exemple, dans les gens de maison, il faut justifier, et il n'y a pas si longtemps que c'est arrêté ça, il fallait justifier
des différents mètres auxquels les types étaient passés. C'est exactement la même chose que le livret. Donc on est suivi à la trace. C'est une époque où pour se déplacer, il y a aussi un livret, comme aujourd'hui pour les gens qui sont itinérants. Mais est-ce qu'il y a une appréciation de la qualité de l'ouvrier par le chef de Je crois pas. Il y a pas ça apparaît pas sur ce que j'ai lu moi sur le tribunal des prud'hommes, parce que ça aurait pu, par exemple, mais on voit bien qu'ils s'en servent beaucoup. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des trucs défavorables, quoi. Mais ceci dit, on est dans une fabrique où l'essentiel de la fabrique est du plateau Croix-Roussien jusqu'à 80 mètres plus bas. Donc s'il y a un chef d'atelier qui a à se plaindre d'un ouvrier en soi, je vais vous dire, ça va vite faire le tour. Et dans l'écho de la fabrique, on voit bien qu'il y a des personnalités qui émergent, elles sont connues tout le temps, enfin tout le monde les connaît, tout ça. On a cette présence. C'est difficile à concevoir aujourd'hui, c'est vrai, bon. Mais ils se croisent sans arrêt, ils se croisent dans les traboules. Hein, donc chaque fois, ils vont se croiser aux tribunaux du Conseil de prud'homme. Enfin, il y a vraiment... ils partent pas le vendredi soir, ils reviennent pas le dimanche soir. Donc ils sont toujours ensemble. Quand on a commencé à comprendre ça, on voit mieux comment s'est déroulée cette révolte des canuts. Et on voit mieux quel esprit domine cet apport social considérable. Ils ont bien conscience que leurs idées, il faut les organiser parce que c'est une société qui se met en route. Société où eux espèrent qu'il y aura plus de justice, qu'il y aura plus d'équité, qu'il y aura plus de respect envers les uns les autres, qu'il n'y aura plus de guerre. Voilà, ça c'est leur... Voilà. Et eux, c'est à partir de l'organisation de la fabrique, de leur rapport avec les négociants, de leur rapport avec les apprentis, de leur rapport avec les ouvriers en soi, qu'ils comptent bien faire cette société-là. Donc c'est un aspect qui est passionnant, parce qu'on n'est pas dans le domaine, au départ, de l'idéologie. On est dans le domaine du concret, de l'entreprise, des rapports pour mieux faire son entreprise. À longueur d'articles, les canuts disent, pour que l'industrie de la soie continue à rayonner, il faut que les négociants s'organisent, mais il faut aussi que les chefs d'atelier s'organisent et le droit d'association discutent ensemble et fassent valoir leurs droits. Ils ne demandent pas à foutre en l'air et à brûler les usines et les ateliers. Il y a ce souci-là constant. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils seront bien obligés de mettre un pied en touche, de mettre le pied dans le politique. Ils ne peuvent pas autrement. À un moment donné, ce qu'ils réclament un peu partout dans leurs articles, ça débouche sur les sbires de Louis-Philippe, comment dire. Et Louis-Philippe, là, tu as des clients qui ne payent pas la taxe sur les journaux politiques, mais qui font de la politique. Ah bon, il va dire, Louis-Philippe, je m'imagine. Il va être ça loin, lui. Et il regarde un peu mieux, et effectivement, il va s'apercevoir que non seulement, quand ils font la quête pour les victimes de novembre, il y en a qui signent Boursicot. Boursicot, c'est républicain, c'est un terme péjoratif de républicain, ou un canut républicain, ou je sais pas, pour les victimes de la poire. Il faut être courageux, hein. La poire étant Louis-Philippe, hein, parce que, grosso modo, enfin, voilà. On ne devrait pas se moquer de l'apparence. Hein. Après, il y en a qui sont virés des radios. Oui, allez-y. Justement, la quête des blessés et des morts, vous dites, il n'y avait pas que les canuts. Oui. Enfin, Oui. les morts.
Donc, ces autres gens qui étaient blessés et morts, est-ce qu'ils se sont mis avec eux par solidarité ou c'était Nazaire, ou ils ont été informés? Comment vous pensez que ça s'est passé vraiment? Alors, d'abord, il me semble, merci, il me semble que on est dans une ville où il n'y a qu'une seule industrie. Donc, ça changera à partir de la moitié du 19e siècle. Mais c'est la soie qui fait vivre Lyon. Et on vient à Lyon pour travailler la soie. Ou de la teinture. Mais enfin, c'est pareil, on reste tout ça. Or, les autres professions, mais qui ne sont pas directement liées à la soie, comme les tailleurs d'habits, bon, ça va de pair. On est exactement dans la même situation que n'importe quel village aujourd'hui et qui voit l'usine du village fermée. C'est-à-dire le boucher, il peut être réactionnaire, être pour Nicou, du temps où Nicou était dans le syndicat des épiciers et cafetiers aussi du Nati, donc qui à mon avis n'est pas tout à fait à gauche, mais il y a les intérêts. Et effectivement, si l'usine ferme, le boucher, le cafetier, tout ça, et les types, ils vont aller où? Et comment ils vont manger? Et comment ils vont m'acheter, etc. Donc il y a ça, certainement, en partie. Et puis il y a une solidarité c'est important même pour des gens qui ne sont pas tisseurs. Il y a cette... dans les quêtes qui sont faites, il y en a qui signent, il y en a qui ne signent pas, mais il y en a qui signent, ils peuvent avoir des professions autres. Il y a des négociants qui vont donner. C'est complexe. On ne peut pas. C'est pour ça que parfois, il y a des choses qui me mettent en rogne. S'il y a une histoire qu'on ne peut pas mettre des angles très droits, c'est bien celle-ci. Les négociants, il y a quand même des négociants qui étaient d'accord le 25 octobre 1831 pour augmenter l'ensemble des tarifs. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais il y en a qui étaient d'accord. Donc, de dire que tous les négociants sont des affreux voleurs, exploiteurs de l'homme, etc., c'est faux. Il y a effectivement une logique, par contre. Il y a une logique qui fait que les plus importants, ceux qui font travailler plusieurs centaines de canuts, évidemment, leur voix compte plus. Les Claude-Joseph Bonnet, certes, il s'est fait à la force du poignet, hein, il est venu comme commis, il n'avait pas de fortune, etc. Bon, mais il a gagné, moi, très bien. Mais il a un poids. Parce qu'il est connu, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a de nombreux commis, il fait travailler plusieurs centaines de canuts qui, eux, tiennent à ce qu'effectivement, Claude-Joseph Bonnet, pas question de guillotine quand même. Hein. Donc, c'est toute espèce de nuance. Il y a des choses fortes à l'intérieur, mais on ne peut pas, dans cette histoire sociale, faire de la caricature. En tout cas, ça n'apprend rien. Et si ça n'apprend rien, on ne peut pas aujourd'hui se servir pour réfléchir de ce qu'écrivaient les canuts. Tandis que si on arrive peu à peu à saisir la complexité de l'organisation de la fabrique, de l'industrie de la soie, à mon avis, on est plus à même à comprendre le message qu'il nous laisse, notamment, je faisais l'exemple de l'Europe, par exemple, qui est extrait d'un article beaucoup plus important, bien sûr, sur la relation avec les travailleurs anglais. Donc, voilà, on comprend bien, voilà. Mais moi, je ne suis même pas étonné maintenant que certains nombres de révolutionnaires, du moins livresques, aient, au XIXe siècle, dit que Lyon, c'était plein de bourgeois. Et avec des bourgeois. C'est plus de bourgeois. Oui, parce que non, ils vont pas, ils souhaitent pas de nouvelles barricades. C'est pas leur truc, ça. En 1834, les chefs d'atelier vont y aller à reculons. Hein. C'est les républicains qui vont, et ils sont loin d'être tous canuts. Mais enfin bon, il y a Solidarité qui joue, et puis ça démarre parce que, on en parlera la prochaine fois, hein.
de cette fameuse révolte de 1834, puisque la prochaine fois... Alors d'abord, la prochaine fois, je n'aurai pas ces lunettes qui m'énervent, parce que c'est rien de plus énervant, moi, quand je vois un type avec des lunettes noires, je ne sais jamais où il regarde. C'est parce que j'ai cassé les vraies. Voilà. Alors, celles-ci sont de soleil, mais je ne les mets pas souvent, c'est pour ça qu'elles sont toutes neuves. Et donc, ça m'évite d'avoir le nez sur la feuille. Voilà. Donc, la prochaine fois, avec des vraies lunettes, on abordera quand même cet aspect de source de 1834 qui va donner quand même également beaucoup d'espoir plus tard pour les républicains. Et on essaiera de voir comment, d'un côté, les canuts vont être célébrés par les républicains, mais en même temps, il y a une partie des républicains qui, peu à peu, va avoir un peu peur des canuts en tant que force sociale et laboratoire d'idées sociales. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a bien que des républicains, en principe. Seulement, il y a une gauche et une droite. Et bien, on retrouve déjà, à partir de ces années 1931-34, déjà ces clivages, peu à peu. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de parler de l'histoire sociale des canuts, c'est parce que chacun a évidemment cherché à tirer le maximum de profit par rapport à son idéologie. Et quand vous vous promenez dans différentes classes sociales, à peu près tous sont d'accord pour dire qu'ils étaient des ouvriers extraordinaires. Alors un peu plus, certaines classes sociales un peu plus privilégiées vont être davantage attirées par le somptueux travail qu'on peut contempler à Fontainebleau ou ailleurs, ou dans les châteaux, effectivement. Et puis d'autres vont un peu s'attacher aux travailleurs, aux hommes. Mais là aussi, peut-être en caricaturant, en faisant des canuts, des gens qui n'étaient pas. Mais qui, je continue à le dire, nous ont apporté énormément. Mais de là à caricaturer, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors il y a un courant marxiste qui a utilisé les canuts. Il y a un courant encore très présent, anarchiste, qui a utilisé les canuts. Vous allez sur les sites libertaires et anarchistes, vous avez des canuts à toutes les pages. Ça y va, avec des erreurs par moment de nombre. Milliers de morts en 1831, je trouve que 150, c'est pas mal. Voilà, il y aura un autre courant social-démocrate, où on essaiera de mélanger à la fois le travail des canuts et on mettra un petit peu d'apport social. Pas trop quand même. C'est Lyon, ça, aujourd'hui. Ouais, je vous cache rien. Aujourd'hui, Lyon a décidé, depuis un an, de créer un pôle muséal, un pôle de la soie et des canuts. Parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on n'avait pas de musée qui parlait des canuts. On a une maison des canuts qui est privée. Voilà. Mais c'est ce que je dis. Il y a une partie social-démocrate qui en voulait un tout petit peu et qui s'est... Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce pôle muséal, il faudra un peu de... Bon, on va quand même parler que le mutualisme, c'est eux. Ça, on ne peut pas y échapper, c'est marqué. Le démarrage des coopératives, c'est eux. Ça, on est obligé, il y a des plaques. Les révoltes, on va simplement dire la révolte des canuts de 1831 et 1834, sans parler de l'apport social. Moi, je participe à ce pôle, à l'élaboration de ce pôle muséal, enfin pôle de la soie et des canuts. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est un petit parcours qui va être fléché pour que les touristes puissent suivre avec des petites plaques, et encore, c'est pas sûr. Parce que ça coûte très cher et qu'il faut demander aux... Il n'y a rien. Il y a un musée des tissus. Bien sûr, la réalisation des... Voilà. Oui, bien sûr. Et c'est très bien d'ailleurs la maison des canuts, par exemple. Elle fait bien son boulot. Moi, je collabore avec eux. Mais évidemment, quand vous avez des types, par exemple, de l'Europe de l'Est, ma génération, pas la génération d'aujourd'hui, mais ma génération de type comme mon âge,
et qui ont étudié en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en URSS, etc. Ils sont incollables sur les canuts. Je veux dire, eux, au contraire. Ils bossaient en histoire sur les canuts. Il y avait des interrogations écrites. Bon, pas nous, on ne l'aborde pas. Quand ils arrivent à Lyon, et ils disent, mais où est le grand musée? Non, la maison des canuts qui s'est agrandie, mais qui reste la maison des canuts. Soirée vivante, qui, bon, est de la passementerie, c'est en étage, tout le monde ne peut pas y accéder. Voilà, c'est ça, Lyon. Et quand on veut faire quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui ne fâche pas. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est passionnant. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il faut nuancer. Oui, appuyer sur le bouton. Oui, justement, donc, ma question c'était, je pensais que tous les Français étaient au courant de l'histoire des canuts. Donc on disait aux gens, vous êtes au courant? On me disait, non, on découvre comme moi. Donc dans les livres d'histoire et tout ça en France, on n'en parle pas? Je sais pas. Non, pourquoi on n'en parle pas? Alors, bon, voilà, très bien. Bon, alors d'abord, en ce qui concerne l'histoire, il faut bien savoir que moi j'attends toujours une véritable histoire ouvrière. L'histoire qui nous est contée, très importante, je nie pas, est une histoire politique. Elle n'est pas une histoire ouvrière. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort pour qu'effectivement ça entre dans l'aspect politique. 1831, bon, 1848, parce que ça apporte la République, la Seconde République. Les canuts, ils vont la proclamer, cette République, avant Paris, tout seul, tac, comme ça. Bon, ils ont un peu été aidés par des doux rêveurs qui s'appelaient les Voraces. Mais on en parlera à la fin du mois. C'est intéressant aussi. Voilà. Non, mais moi, on ne parle pas de ça, bien sûr. Bon, et à Lyon, on a évacué le problème. Il n'y a pas de rue. Il faut attendre Édouard Herriot. Donc, dans les années 1930, quand il va se créer un nouveau quartier, dans l'ouest lyonnais, nouveau quartier dû à la séparation de l'Église et de l'État. Avant, il y avait des religieux. En 1905, séparation. Et un certain nombre de congrégations ne pourront pas racheter le terrain. Et donc, la mairie lyonnaise va hériter de ça. Et Herriot va faire construire des pavillons pour les ouvriers. Donc, il y aura des petits pavillons pour les familles nombreuses, les premiers HLM, bon, c'était très sympa, etc. Et c'est lui le premier qui va dire, tiens, on va mettre des noms de rues qui évoquent la soie. Et on a, pour la première, il y a que dans ce secteur-là de Lyon, où on a une rue d'Angon, une rue Pernon, une rue Bourne, une rue Falcon, etc., Jean Revel, Jacquard, donc des gens qui ont travaillé pour l'industrie de la soie. Alors vous pensez bien qu'une rue qui s'appellerait Marius Chastain, l'Écho de la Fabrique, Falconet, Bouvier-Lumolard. Par contre, on a une rue Gasparin. Voilà, on a voulu nier. Alors, parce que moi, je dis, moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je veux dire, moi, je me suis mis à travailler parce qu'effectivement, il y a des types comme Ludovic Frobert qui ont mis en ligne. Plus facile pour moi, je ne suis pas un rat de bibliothèque, donc aller chercher les documents, je n'ai pas cette formation-là, je ne sais pas faire. Donc en mettant en ligne l'Écho de la Fabrique, moi ça m'a intéressé, donc j'ai lu, j'ai accumulé, etc. Hein. Mais bon, autrement, oui, il n'y a pas de... Il y a de temps en temps des choses qui sont faites au niveau des écoles. Je promène quand même pas mal d'écoles. Il m'a fallu, je vais vous dire, au moins 5 ans de discussion avec un maire d'arrondissement que j'aime bien. On se tutoie, tout, sympa, PS, pour que il donne la possibilité aux classes CM1, CM2 de découvrir leur quartier en faisant une promenade. C'est-à-dire qu'il a été d'accord pour financer ça. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux enfants encore des sous pour visiter leur propre quartier. Donc, j'interviens, soit des demi-journées, soit des journées entières.
Bon, avec un truc un peu ludique pour aller faire des... Et comme ça, on découvre qui étaient les canuts, mais aussi qui étaient les rues qui portent le nom d'Enfer Rochereau, etc. Bon, voilà, c'est une découverte du quartier. Pourquoi ça s'appelle Croix-Rousse, en fait, tout ça. Bon, il a fallu 5 ans. Et maintenant, maintenant, j'ai quoi? 4 instituteurs qui ont dit oui. Donc, je m'imagine bien que quand on parlera à des collégiens de la révolte des canuts, il y a encore quelques années. Vous savez que les seuls où je peux vraiment aborder dans ma bambane, je parle des enfants, enfin des enfants et adolescents, au niveau de l'apport social des canuts, c'est les lycées professionnels. Parce qu'il y a une demande là. Mais aller balader des gamins de Saint-Exupéry ou du lycée Ampère sur la révolte des canuts, il y en avait déjà qui avaient décroché au départ, qui s'envoyaient des textos, qui se bécotaient dans mon dos. Pensez bien que dès que je vais aborder 21 novembre, là j'en ai plus. Et pour peu que je leur dise qu'il fallait remonter après, alors j'en ai plus du tout. Voilà. Non, c'est une lacune. Mais c'est bien pour ça que des initiatives comme ce soir, et les autres soirs et tout ça, c'est fondamental. Hein. Des initiatives, qu'est-ce qui nous a guidés pour ces novembre des canuts? C'est ça, c'est cette possibilité de leur redonner la parole. Mais vous savez combien on a eu de subventions pour le novembre des canuts qui a duré 15 jours sur les prud'hommes de la ville de Lyon? 3 000 €. Donc évidemment, 15 jours, des types veulent faire venir de Paris, Cottereau, des bergers, etc., de faire imprimer nos programmes, nos affiches, etc. Voilà, la compagnie du Chien Jaune, qui est une compagnie où il y a des permanents, des salariés, hein, il y a deux salariés, plus 3 salariés, plus des stagiaires, etc., il faut bien payer, travaille plus de la moitié de son temps uniquement pour novembre des canuts pour s'en sortir. Et donc c'est quand elles créent des spectacles, quand elles font des cours, pour ceux qui veulent être comédiens, les petits, tout ça, voilà. Bon. C'est comme ça. Et il fallait dire beaucoup merci et beaucoup mettre le logo Ville de Lyon. Ben oui, on n'a pas eu de chance. Oui, comme ça tient l'histoire des canuts. Cette année, on fait une demande comme on avait fait l'année dernière où ils avaient été assez généreux au niveau de la région Rhône-Alpes. Et en plus, la région Rhône-Alpes, c'est vraiment la région des tisseurs. Il y a eu des élections de la région. Donc, les types, ils ont changé les bureaux. Terminé. Plus de subventions. Voilà. C'est tout comme ça. Bon, mais enfin, il faut y croire. Oui? Petit bitonio. C'est fait. Dites-moi, est-ce que le facteur déterminant de la vie de l'industrie des canuts ne serait pas un facteur de dépendance les uns par rapport aux autres et que ça aurait un peu biaisé tout le cheminement social et politique de cette communauté? Alors, c'est vrai qu'on peut parler de dépendance. Ça, tout se tient. Et que s'il y a, ils le disent souvent ça, s'il y a un maillon qui va pas, c'est l'ensemble de la chaîne qui va pas. Ça, c'est sûr. Je crois que dans leurs idées, ils disent on a un pôle d'excellence. Notre structuration de fabrique, pour nous, c'est pas du tout vieillissant. Il est possible d'organiser une société comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont bien accrocher à un moment donné avec les fourriéristes, à cause des phalanstères, où on retrouve un peu cet esprit-là. Ça va les intéresser à un moment donné. Je crois que le grand problème, c'est que les négociants vont jouer la carte de l'uni. Ils vont transformer ce qui était du façonné. Et c'est pour ça que la soie lyonnaise était
resplendissante et connue partout, dans toute l'Europe, parce que alors qu'on était les derniers à tisser. Tous les autres, ils ont tissé avant nous et nous, on était derniers. Mais on a rattrapé tout le monde. Pourquoi ? À cause de la qualité de nos étoffes. Et pourquoi la qualité de nos étoffes ? Parce qu'il y avait une émulation. Parce que le fait d'avoir des petits ateliers entraîne automatiquement une volonté de recherche. On le retrouve dans l'écho de la fabrique, et puis on va le retrouver dans la deuxième partie du 19e siècle, parce que le chef d'atelier ne peut pas se contenter d'une mécanique jacquard, acheter à un moment donné tout. Il se rend compte que là, s'il bouge ce machin, peut-être ça va plus vite. Ou peut-être que c'est meilleur au niveau de la qualité. Combien de légendes au niveau de la teinturerie, de types qui sont toujours en train de chercher, de cracher, par exemple, pour trouver le bon noir ou le bon bleu, guillemets, enfin, etc. Il y en a plein comme ça. Et tout le monde recherche, parce que c'est fragmenté. La concentration des moyens de production qui accompagne la concentration des capitaux fait que les gens se désintéressent peu à peu de leur propre industrie et de leur propre créativité au niveau de l'industrie. Moi, j'ai fait des boîtes, j'ai fait le progrès, je suis encore 25 ans que je collabore avec eux. Au début, plutôt content, plutôt fier de travailler au progrès, d'essayer de faire les meilleurs articles possibles, de décarcasser pour avoir des sujets intéressants, etc. Au fur et à mesure, et au bout de 25 ans, vous apercevez que vous êtes payé coup de lance-pierre, qu'il n'y a aucun respect vis-à-vis de vous, et que quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Bon, à ce moment-là, et dans la concentration des moyens de production, il n'y a, pas toujours, mais il y a très souvent cet esprit-là. Et qui fait que la personne va se retirer un peu de l'industrie. Et là, la façon dont était géographiquement, même matériellement, fait la fabrique, empêche ça. Alors, il y a une... Oui, on pourrait parler, mais je crois qu'eux, ils voient comme une dépendance positive. C'est vrai. C'est vrai que, s'il n'y a plus de négociants, ils ne peuvent pas non plus. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un savoir-faire du commerce. Et que ça, ils ne savent pas. Oui. Dans mon esprit, c'était, par exemple, dans l'écho de la fabrique, quand vous dites qu'ils ont refoulé assez rapidement les événements de 31, du mois de novembre, normalement, s'ils avaient... Bon, je pense que les événements de 31 ont d'abord été une petite parenthèse vis-à-vis du refus d'appliquer le tarif, que c'était pas quelque chose de calculé, mais normalement, ils auraient dû s'interroger dans l'écho de la fabrique ou ailleurs, dans le milieu, au moins en général, des chefs d'atelier, des ouvriers en soirée, sur ce qui avait raté, ce qui n'avait pas su faire, les raisons de leur échec et tout ça. Normalement, il aurait dû avoir une analyse sérieuse en aval de tout ça, de façon à ne pas répéter cette erreur. Et moi, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'ils dépendaient des négociantes, eux-mêmes dépendaient du marché, les ouvriers dépendaient du chef d'atelier, ce qui fait c'était des rapports malsains quand même pour obtenir quelque chose de supérieur pour eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir du droit lorsque vous dépendez intégralement de quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est lui qui impose sa loi et c'est pas vous. Donc normalement, ça aurait dû aboutir à une analyse beaucoup plus sérieuse et non pas un refoulement de l'échec de 31. Alors, d'abord, il faut essayer de se mettre à leur place, et je crois que c'est très difficile, du traumatisme de 3 jours d'émeute face à des gens qu'on connaît. Je crois qu'il faut bien savoir qu'on n'a pas... Il y a l'armée, il y a la garde nationale. La garde nationale, elle est composée aussi de négociants. Il y a une garde nationale par quartier. Celle de la Croix-Rousse va soutenir les insurgés, celle des Capucins va soutenir les négociants, puisque ce sont des gens élus, les gardes nationaux, tout ça. Donc, il y a l'armée, tout ça, il y a qui connaissent moins, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'armée. Donc là,
il y a vraiment, même vis-à-vis des négociants, l'impression de tirer sur des gens qui appartiennent à la même communauté. L'esprit national en 1830-31, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. Il y a un attachement à la nation. Beaucoup de canuts, d'ouvriers en soie de canuts sont en 1830 napoléoniens. Ils viennent de passer dans leur existence, pour ceux qui sont nés à la fin du XVIIIe siècle, d'une révolution dure à Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe. Ça fait beaucoup de changements. Hein. Donc il y a un esprit national très fort. Hein. Et je crois que leur analyse, il y aura au niveau des... Collectivement, ils voulaient effectivement l'ensemble des tarifs augmentés. Ils l'auront le 25 octobre, ils ne l'auront plus dès le 1er novembre. À ce moment-là, les négociants vont parler d'une mercuriale, c'est-à-dire de tarifs qui vont fluctuer en fonction des marchés. Et ça ne sera pas non plus ça ne se mettra pas en place non plus. Donc effectivement, ils vont se tourner vers d'autres combats. Et quand il y aura des améliorations au niveau des tarifs, ils vont faire jouer la concurrence. C'est-à-dire que dans l'écho de la fabrique, ils vont dire qu'il y a un tel, attention, il donne le tarif à temps, alors qu'il y en a un autre qui le donne à temps. Ils vont jouer un peu là-dessus. Mais l'analyse telle que je pense, vous devez l'imaginer, globalement là-dessus, je crois qu'ils ne l'ont pas faite. Ils ne pensent pas aux syndicats, par exemple. Ils pensent associations, eux. C'est une différence. Hein. Ils vont même s'engueuler. Il ne faut pas oublier qu'il y a des divergences profondes entre les mutualistes, qui d'ailleurs, dans la dernière année de l'écho de la fabrique, vont reprendre le pouvoir complet, après avoir jeté des types comme Chastain, qui eux voient déjà une unité prolétarienne, l'ensemble des professions. Lui, il est beaucoup plus près, encore, j'en sais rien, j'allais dire beaucoup plus près des organisations syndicales. Mais j'ai bien vu des dérives d'organisations syndicales qui, elles, ne font que la profession. Pas tous les prolétaires. Hein. La preuve, c'est qu'on a des difficultés à communiquer entre travailleurs quand il y en a un qui bloque l'essence, bloque les trains, le métro et tout ça. Donc, c'est pas automatique. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est pas quelque chose qui va les... Ils remettent pas la gomme en 34 sur les tarifs. Les tarifs, ils seront collectivement quand il y aura les organisations syndicales, c'est-à-dire que dans les années 70, sont renégociés, bon, comme aujourd'hui, dans les commissions paritaires, se redéfinissent les salaires, quoi, les augmentations, et des choses comme ça, l'ensemble de la profession. Là, ça va être fait, mais on est dans la fin du 19e siècle, donc c'est l'aspect de l'organisation ouvrière qui est à ce moment-là très, très solide, enfin, qui est au moins implanté. Alors que c'est une espèce de nébuleuse. Hein. C'est ça, à la fois l'intérêt, et puis c'est vrai qu'à certaines questions que vous posez, moi, j'ai pas de réponse. Je sens simplement, j'ai cette impression par rapport à ce qu'ils disent, à leur écrit, à certains moments, etc. C'est vraiment la nébuleuse. Et encore, j'ai une expérience d'ouvrier, d'employé, donc, et de militant syndical, donc je vois certaines expressions, je suis proche. Je respecte beaucoup Ludovic Frobert, par exemple. Seulement, lui, il a une démarche de chercheur, et ce qui me paraît être, moi, le plus important pour certains articles, c'est pas pour lui. Lui, il voit ça dans une autre perspective. Donc, c'est dire que sur un même journal, il peut y avoir des interprétations différentes. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais enfin bon, c'est dans l'état actuel des choses,
Je peux dire que ça. Voilà. Bon, bah peut-être que... Voilà. S'il n'y a plus de questions. Juste une, est-ce qu'on ne cherchait pas une sorte de convention collective pour l'ensemble? Oui, ouais, c'est ça. C'est 31, c'est ça. Mais moi j'ai dit que 25 octobre 1831, c'est un Grenelle. C'est-à-dire qu'on a là des négociants, des chefs d'atelier qui discutent et qui voient, je ne sais pas, il y a 300 articles, enfin 300 tarifs. Bon, 6 pages dans l'écho de la fabrique, tout petit, machin. C'est compliqué, ils discutent. Non, là, tarif trop important, baissé, machin. Ça discute. Voilà, c'est ça. Bon. Après, il y aura un refus parce que je pense que derrière, il y a déjà l'idée sous-jacente chez les négociants, parce qu'on sent qu'il y a des articles là-dessus chez les canuts, qu'il faut abandonner le façonné ou en faire très peu et faire de l'uni. C'est ça les canuts vont. C'est pour ça que par moments ils apparaissent comme non modernes, non un peu à la rétrograde. Et les négociants vont s'en servir d'ailleurs. Très rapidement, en 1830, fin 32, début 33, ils vont dire aux ouvriers vous gagnez pas assez. Et vous savez pas pourquoi vous gagnez pas assez? C'est parce qu'au passage, il y en a un qui se sucre. C'est le chef d'atelier. Supprimez l'intermédiaire. Ayez affaire directement aux commerçants, aux négociants, à nous. Et vous aurez à ce moment-là le tarif que touche le canut. Puisque dans la répartition des tarifs, pour 100 € touchés par le chef d'atelier, il y aura 50 € pour l'ouvrier en soie qui a tissé, et le chef d'atelier se réserve 50 €. Parce qu'il a les frais, etc. Et évidemment que ça va intéresser, bien sûr, des ouvriers en soie, qu'au lieu de toucher que 50, vont toucher 100. Et évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est un leurre, parce qu'il va se retrouver dans une usine, et que, évidemment, il va être dans les temps modernes. Hein. Il sera plus celui qui discute avec son chef d'atelier pour dire, tu crois que si je m'y prends comme ça améliorera le truc et tout. C'est fini, ça. C'est terminé. Hein, il y aura quelques types qui conserveront ça. Mais très peu, très peu. Dès la fin du 19e. Plus de canut, hein, faut pas croire. Ceux qui disent ouais, mon père était canut, ouais, du XXe siècle. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait respectable, le canut du XXe, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une autre mentalité, c'est autre chose. Vous tapez sur un moteur de recherche et vous tapez Matelon. C'est le canut de référence de l'ensemble de la planète. C'est lui qui dit que les canuts n'aimaient pas qu'on les appelle les canuts, mais maître tisseur, etc. Il a été. C'est un remarquable pédagogue, il ouvrait son atelier aux gens en visite et tout ça, et puis bon, il est décédé et tout. Mais lui, j'ai discuté très très souvent avec lui, il avait une mentalité poujadiste. Et lui, les organisations syndicales, c'était de la merde, et les ouvriers foutaient rien, et que eux, patrons, avaient tous les ennuis. Taxes, machin, les impôts et tout, et que la solidarité, voilà. Mais bien sûr, c'est autre chose, c'est une autre structure. Donc les canuts, méfions-nous. Hein. Encore plus, s'il y en a aujourd'hui qui se réclament des canuts, ça va bien. Voilà. Que ça nous fasse de temps en temps plaisir de dire que, voilà, on est dans la ville où il y avait les canuts, c'est bien. Mais je crois qu'il ne faut pas aller au-delà. Et surtout, il faut les lire et essayer d'imaginer. Voilà. Oui, parce que je ne suis pas d'ici. Je vais avoir...